Le Burkina Faso est reconnu pour sa riche diversité culturelle. Oui, ce beau pays de 274 200 km² est en effet un condensé de plus de 60 ethnies venues d'horizons divers. Les différentes communautés ont toujours fait du vivre ensemble une priorité. Ces peuples ont donc développé des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Sur la soixantaine d'ethnies que compte le pays, les Bobos, les Kurumba, les Gurunsi, les Sénoufos, les Turkas et les Gouins sont considérés comme autochtones. Les autres sont arrivés à la faveur de phénomènes migratoires ou par des conquêtes. C'est le cas du groupe ethnique majoritaire Mouaga. À la fin du 19e siècle, les royaumes Mossé avaient comme frontières les royaumes et peuples suivants. À l'est, les royaumes Gourmaché, à l'ouest, les peuples San et Gurunsi, au nord, les émirats et chefs et peuples, au sud, les peuples Bissa et Gurunsi. Les Mossé ont marqué de par leur mode de gouvernance l'histoire politique de la sous-région et du Burkina. La fulgurante conquête de ce groupe ethnique sur cette zone de l'Afrique de l'Ouest nous oblige à investiguer sur leurs origines et leurs circuits migratoires. Les historiens nous apprennent que les Mossé auraient une histoire internationale plus ancienne, plus longue, mais malheureusement la moins documentée. L'histoire internationale fait remonter justement leur origine au Yémen. Et c'est essentiellement à travers un homme de lettres comme Boubou Hama qui montre que les Mossé étaient donc des Al-Yéménites. Et à partir de cette origine yéménite, on pense que les Mossé auraient donc migré pour gagner le continent, où on les retrouve aux portes de l'Égypte pharaonique. Et là encore, à partir d'un certain nombre de comparaisons avec un certain nombre de peuples comme les Maxiès ou comme les Libous, on est arrivé à dire que les Mossé, à partir du moment où leurs femmes portent de lourds bracelets, comme celles des Libous et des Maxiès, il y avait une certaine parenté, un certain lien entre donc, ces peuples. Les Mossé sont également considérés comme étant apparentés donc, à ces Maxiès et à ces Libous, où il y avait également un lien avec les anciens, les Coptes, les anciens Égyptiens. Et de là également, on retrouve que un certain nombre de traces qui auraient appartenu donc à leurs ancêtres dans les montagnes du Tibesti et du Hogar, où ils vivaient au voisinage avec d'autres communautés que l'on considère comme ayant été donc les ancêtres des Kurumba, des Dogons et autres, des Nyonyonsé, que l'on retrouve également au Burkina Faso et un peu partout, et notamment au Niger et au Mali. Ce qu'on appelle Mossé aujourd'hui, singulier Mouaga, c'est un regroupement de plusieurs populations. Donc, dans l'espace qui est le leur, donc l'espace des Mossé, qu'on appelle le Mogo, les recherches ont montré que des gens étaient là il y a plusieurs siècles de cela, notamment il y a 400 000 ans. Et on les appelait les gens d'avant parce que les recherches n'ont pas permis de retrouver des restes humains, mais nous avons trouvé des outils que ces gens ont utilisés et ces outils remontent à 400 000 ans aujourd'hui. En dehors de ces gens que nous appelons affectueusement les gens de la pierre, il y a ce que nous appelons les populations anciennement installées. C'est notamment les Ninsi, dont la plupart sont des forgerons, et les Nyonyonsé. Sur le plan national, la légende de Yeninga est la plus connue de tous et semble avoir conquis la mémoire collective. Burkina Faso tempel manana kabre kabo Burkina Faso wenvi sana sa kabre singra ya gambaga nant jemen te kan kabse gamba na ba abaga kabre gamba na ba abakon doga bi ta yurbo tan yenenga nyen ye pognyanga
kabsa nyenenga kabre anyenenga nkeme Burkina et wakat Congo kabon ti Burkina a kenwewo nyele Burkina Faso na wa bo nin kembe ti ya neda ta yorbo ta ton na bari yare nyenenga na ken kadam ne nan doy biya ti biya yorbo nda ti na ba awe rogo anyenenga ne ari yare mpambi ta yorbo ta we rogo awe ro yi pipi yi mo na ba tabiya yorbo nda tim yaba na ba jungrana awe ro kelm pore ne yaba jungrana yaba nyenenga awe ari yare lem yaba na ba jungrana ma ha tigande kana gambaga da samare dengndi na ma gambaga nan do ko jungrana me sama han wan kai wa jungrana tigande kana gambaga jungrana wan lo ne na ma ha na watan kodogo. La tradition orale nous dit que Yeninga, las d'attendre un prétendant et voyant son âge avancé, s'enfuit du palais de Gambaga. La brave Yeninga avait marre des guerres et autres actions héroïques dont elle faisait preuve. Son physique d'athlète et son apparence masculine faisaient d'elle le parfait soldat d'élite. Ner han chenge te wa yi woko tun jinika nan vo he nan ko tabiam ku nyur be mi kombe tun ka mitun nan ta jini nganti ya hala tun ti miki jini ngan ya ho ma ha nyela tun zakka an kare tun katar zakki tun en china me tun ka shagar bumbu tun ka shagar pafi. Elle traversa de vastes contrées inhabitées accompagnée d'une poignée de soldats acquis à sa cause. La traversée fut longue, épuisante et semblait sans fin. Elle fit finalement la rencontre de Rialé dans des conditions aussi rocambolesques. Komentar mam la ko nyula am de ko fanena abe komentar la ko yul fari la bungal la mukari gel bumye e me komentar mam ako mam moto hote mala mam boy. Yenenga est considérée comme étant donc tantôt la fille aînée de Bewa, tantôt une Amazone. En tout cas, il y a eu pas mal de descriptions comme ça concernant d'abord son physique, concernant ses traits de caractère, concernant ce qu'elle a été en son temps. Et Yenenga aurait rencontré donc dans la brousse un chasseur nommé Liare, et avec qui donc elle aurait eu donc un fils. Et c'est ce fils-là qui a été prénommé Wedraogo, c'est-à-dire étalon, en souvenir donc de cheval qu'il avait empoché quand elle partait donc à la rencontre de Liare. La légende de Yenenga dit que au nord Ghana, il y avait un roi qui avait qui n'a pas de descendant d'héritier garçon, qui avait une fille qui l'a habitué à faire la guerre, à diriger les combats, etc., mais qu'il a oublié de marier. Et en âge de se marier, et comme ça ne venait pas, la fille a pris des dispositions pour quitter le palais et aller rencontrer son futur mari, qui est Rialé. Et ensemble, ils ont eu un enfant et après un certain temps, Yenenga et son mari Rialé sont repartis chez les grands-parents pour présenter le neveu ou le petit-fils. Et la rencontre s'est bien passée au point que dans les traditions, telles que les choses se sont passées, le petit-fils ne pouvait pas vivre à côté de la grande famille. Donc le grand-père aurait donné tout ce qu'il faut à son petit-fils. Quand on dit tout ce qu'il faut, c'est des armes, c'est des guerriers, c'est des hommes, en l'invitant à se retirer quelque part pour créer son territoire à lui. Et dans la langue, il aurait dit « Fumiti Bormoro ». Et c'est de ça qu'est venue l'expression « Mogo ».
Ouédraogo n'étant pas de la lignée directe de Dagomba, il ne pouvait donc pas hériter de la chefferie. Il s'installa dans le Mogo dans les environs de Tenkodogo. Il fut par la suite intronisé chef, mais n'eut pas le temps de régner. C'est son fils aîné Zungrana qui lui succéda. Mais qu'en est-il des populations autochtones à cette période dans la zone de Tenkodogo? La na yibi no ya kan tan ge he zini na rabota ni hen doka ti bi yi ngo singa ya ba na ba Zungrana tanamba hane wete be ne te ne ba na poka tanan sage na yi kale te ten kabe kai de te ne ba fara bo nambala Zungrana ya kan se Zungrana kamba kaya wa wakat Kongo aranya kame en yele te ba marama ya yin ne ba marama ka yin ne ala yi ne ba fa ya ba te ba poka tanan parka mogorum be tawra fa handu mo Kongo fa rabda ne to ko tan hongom tine da ngari tine ba fara bi me temsi kabe a Zungrana wakate ya ari ya zaka ya giba ya tankodo ya kukupela yor handa be ta Zungrana be ya woto ton ya hundu onya wer mo sanno a surpiele ka kala wandu a han insura yi arzum dare to ton de kanno ar wer mo ano are ara no le woto ne ba han le ko so ma hata ko ruwe wa birmi siga ko da men de kan palgar pinya yor bugum te bugum ma ma ha te yese e bon we kan tiya juin ara ne fa gilli fa han dukan bala fo bangame te ya ba asid sudaka la ten hen sigin loa ten kan ya nora hen le loye pinera ya kwa woto fa hana wakan menga ya rabe to katen taye. Cette zone avant l'arrivée des ancêtres des Mampoursi d'Agomba, selon les historiens qui se sont intéressés à l'histoire du peuplement, aurait été habitée par ce que Valère Sommet a appelé les Adités. Les Adités qui sont décrits comme étant des gens qui étaient des géants. Le tour de bracelet pouvait donc faire la taille d'un homme. Et ces Adités-là, semble-t-il, produisaient essentiellement du fer à partir de fourneaux traditionnels, comme ce que vous voyez un peu à travers, un peu partout dans les brousses. En plus des Adités, cette zone aurait été également habitée par d'autres communautés qu'on considère comme des Tendamba, qui étaient des sortes de prêtres du culte de la terre et des ancêtres, et qui pratiquaient également l'agriculture et qui vivaient de chasse et également de cueillette. Et d'autres populations troglodytes, c'est-à-dire qui vivaient dans les montagnes, dans le creux des rochers ou dans les grands arbres. Indépendamment de cela, on trouve également que cette zone était également habitée par d'autres communautés, notamment des nains, qu'on trouvait un peu dans les différentes brousses. Après eux, seraient également venues d'autres communautés, en plus des Mampoursi d'Agomba, notamment les ancêtres des Koussas, les ancêtres des Bissano, un certain nombre de communautés d'origine mandée, notamment des Yarsé, de patronyme Bikinga, dont on dit qu'ils étaient justement dans cette zone, et également d'autres communautés mandées, notamment d'autres Bissa qui sont venus également s'ajouter pour que plus tard, avec la migration, ils puissent se retrouver pour constituer l'ethnie Bissa actuelle. Il y avait des gens dans tout l'espace de l'actuel Burkina Faso. La plupart du temps, c'était des populations forgeronnes qui arrivaient à prendre les cailloux, là, les latérites, et à produire du fer. Donc c'est ce qu'on peut dire grosso modo. Mais on n'a pas eu... les recherches ne permettent pas de les identifier formellement. Mais nous savons que la zone était habitée parce qu'il y a ces infrastructures-là. Il y a des restes de fourneaux, il y a des buttes anthropiques, donc c'est-à-dire les anciennes habitations. Et puis, il y a par exemple des puits que ces gens-là avaient creusés pour sortir, pour s'approvisionner en eau. Et il y a bien d'autres réalisations que nous trouvons. Les sources écrites ou orales ne nous permettent pas de parler de grandes batailles. Mais nous imaginons que une troupe, un groupe de population qui arrive en masse pour s'installer, il y a forcément eu
des affrontements. Mais les sources orales aussi nous ont révélé que, en lieu et place de certains affrontements, par dissuasion, les populations accueillantes, entre guillemets, ont pu accepter la présence des envahisseurs. Parce que quand vous voyez pour la première fois des gens arriver avec des chevaux, des gens arriver avec des lances, avec des arcs, que vous n'avez pas, vous vous exposez à une extermination. Donc par cela, les gens ont certainement accepté docilement l'installation des... Mais en tout cas, aucune source à l'heure actuelle nous dit qu'il y a eu des places de bataille, des batailles rangées, etc. Non, ça, je n'ai pas connaissance. La tradition orale, comme la puissante communauté scientifique, est unanime sur le fait que Naba Ouédraogo fut le fondateur du royaume de Tenkodogo. Mais comment comprendre alors que Tenkodogo soit appelée la cité de Zungrana? La liste dynastique des souverains de Tenkodogo ne mentionne pas expressément un souverain qui aurait eu ce nom. Donc on peut considérer que tous les souverains qui ont régné sur le trône de Tenkodogo étaient tous des Zungrana, c'est-à-dire des Zougrana. Voilà. C'est-à-dire ceux qui détiennent la capacité de commander aux autres. Voilà. Alors, maintenant, Zungrana, en tant que souverain, est par contre bien connu de l'histoire dynastique de Ouagadougou, qui le considère comme ayant été donc le fils et successeur de Naba Ouédraogo. Donc, quand les souverains de Ouagadougou veulent égrener la liste des souverains, ils considèrent donc, après Ouédraogo, que ce serait donc Zungrana qui aurait donc vécu à Tenkodogo. Même le terme Zungrantenga est assez récent. Moi, j'ai commencé à le connaître il y a une dizaine d'années. Voilà, ce que nous avons tous connu, c'est le royaume de Tenkodogo. Maintenant, par mimétisme, comme dans la région, ils se reconnaissent en Naba Zungrana, donc les gens ont voulu aussi que leur zone s'appelle Zunantenga, à l'image de Oubritenga, à l'image de Kourouego, ainsi de suite. Voilà. Mais je n'ai pas d'autres précisions. Toujours est-il que tous les royaumes Mossé sont partis de Tenkodogo et de Ouédraogo, fils de Rialé et Yenenga. L'instauration du NAM, c'est-à-dire le pouvoir par Naba Ouédraogo, va favoriser la formation des futurs royaumes et chefferies Mossé. Yam yaba na bazungran lor porin la wubu nan ba hanep tep so menga zakasa yam hanyam yaba na bazungran handa be temsira kabe nyaba kenin be ne tengra katar yuri welega dakabe le me yela bi ye wubri mam han wakai bo ba haneba tep so menga fo kanan ton be yaba na bazungran me wan kai la wubri me ba neba c'est net fa na mboajinya. Et avec le NAM apparaît également une compétition entre les princes pour la succession au trône de leur père. Ce qui a occasionné donc des concurrences entre eux. Et étant donné qu'il n'y a qu'un seul prince qui a la capacité donc de succéder au père, la gestion des autres s'est posée. Et c'est ainsi donc que, comme solution, certains ont opté de quitter le royaume de Tenkodogo pour aller se positionner à la tête d'un certain nombre de villages où ils sont devenus eux aussi chefs. Donc, dès Naba Ouédraogo, un certain nombre de ses fils donc, ont quitté Tenkodogo pour prendre deux directions. L'un vers l'est pour permettre de créer Kando, Tougli et Yalogo, sous l'égide de Naba Djigma. L'autre mouvement est parti donc dans la direction ouest, nord-ouest, jusqu'au nord, pour atteindre donc le Zandoma avec Naba Rawa, pour jeter les bases d'un vaste royaume, mais qui a été éphémère, puisque après Naba Rawa, ce royaume n'a pas pu survivre à son fondateur. Après Naba Ouédraogo, ses petits-fils, c'est-à-dire les fils de Naba Zungrana, vont également emboîter le même pas, notamment Naba Oubli, qui aurait donc quitté également la région de Tenkodogo pour s'établir au milieu des Nyonyonse et des Ninsi dans la région de Gilungu, pour fonder donc un royaume qui porte son nom aujourd'hui, le Wubutenga, ou royaume de Ouagadougou. Alors, à partir de Naba Oubli,
l'histoire politique de Tenkodogo est pratiquement comme mise en berne pour favoriser donc l'émergence d'un royaume qui va également prendre le relais avec l'éclatement, le repositionnement d'autres princes à la tête d'autres communautés. C'est ainsi donc qu'à partir de Gilungu, à partir du royaume de Ouagadougou, les fils de Naba Oubli vont également s'installer dans d'autres régions, comme Boulsa, comme Koupela, comme Kaya avec Naba Sanbondo, et ainsi de suite. Après Naba Oubli, les autres souverains de Ouagadougou qui ont permis l'agrandissement du royaume sont entre autres le 6e Monaba, Naba Koundoumié, dont les fils ont fondé 10 grandes formations politiques importantes, et le 7e Naba Kouda, qui a aussi œuvré à créer une diversité d'autres royaumes dont les 10 principaux ont également contribué à permettre qu'il y ait d'autres princes qui quittent ces entités pour aller se fixer dans d'autres villages et ainsi de suite. Donc, à la fin du 16e, début du 17e siècle, les frontières actuelles de ce qui représente le pays Mouara, c'est-à-dire le Mongo, étaient pratiquement fixées. Et c'est à partir de là que nous allons assister à l'intérieur à un certain nombre d'autres mouvements de positionnement d'autres princes à la tête d'autres communautés, et ce qui a donné donc la configuration du Mongo actuel. Après le Nord Ghana, le premier territoire que les Monsé ont créé sur l'actuel Burkina Faso, c'est la zone de Tenkodogo. On peut dire donc l'embryon du Mongo, c'est dans la zone de Tenkodogo. Par la suite, cette zone de Tenkodogo s'est étalée jusqu'à Ouagadougou. Et au moment du règne de Naba Koundoumié, il y a eu une scission et le Yatenga a été créé. Donc on a 3 grands blocs. Mais autour de chaque bloc, des territoires se sont créés pour agrandir ou rétrécir. Voilà. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous tournons autour d'une vingtaine de royaumes pour les Monsé. Mais c'est des royaumes à différents statuts. Il y a des royaumes statut de père, des royaumes statut de fils, ainsi de suite. Voilà. Donc le premier étant Tenkodogo, le deuxième étant Ouagadougou, le troisième étant le Yatenga, et après, progressivement, d'autres territoires se sont greffés. Donc moi, je pense que nous sommes à plus de vingtaine aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, le Mongo comptait 19 royaumes et petits royaumes organisés en 4 grands foyers. Le premier foyer au sud autour de Tenkodogo, le deuxième foyer au centre avec Ouagadougou comme capitale, le troisième centre important c'est le Yatenga avec comme capitale Wayouya, et le quatrième enfin le Boussouma avec pour capitale Kokoudzougou. Le royaume de Tenkodogo a le statut de père de tous les autres royaumes. Et les autres royaumes ont le statut de fils. Et si on prend le royaume de Ouagadougou, au nord, nous avons Yako, nous avons Mané et même un peu Boussouma, qui c'est des royaumes créés par les enfants du Mongo Naba Koundoumié. Ces royaumes-là faisaient écran entre le Yatenga et Ouagadougou. Et ces royaumes ont le statut de Rimbi. Au lieu de Ringu, qui est le royaume, ils ont le statut de Rimbu, donc fils de Mongo Naba. Bon, mais disons que tout le Mongo, de mon point de vue, c'est comme une confédération. La colonisation a mis fin à toutes les velléités expansionnistes des Monsé vers les années 1890. Dès lors, les limites territoriales des Monsé n'ont plus évolué. Mais ce grand peuple a laissé un immense héritage à tout le Burkina. Le NAM qu'ils ont imposé aux communautés conquises demeure de nos jours. Au-delà du pouvoir, c'est tout un système de gouvernance qui a su bien traverser le temps. L'exemple du Mongo est illustratif de l'étendue de notre richesse culturelle et c'est peut-être le moment pour nos autorités de révisiter, sinon de s'approprier ce riche patrimoine culturel immatériel afin d'apporter une touche d'authenticité à nos institutions.